Bonjour à ceux qui nous rejoignent cet après-midi ou rebonjour pour ceux qui ont déjà suivi ce webinaire Pépito ce matin. On va poursuivre nos tables rondes cet après-midi. Donc juste quelques rappels par rapport aux connexions puisqu'on peut avoir parfois des soucis. On vous invite à utiliser le navigateur Chrome pour suivre au mieux ce webinaire. Et également, en cas de soucis, le plus simple est de se déconnecter et de se reconnecter. En général, ça résout la plupart des problèmes. Voilà. Donc, on attaque tout de suite avec notre troisième table ronde. Et pour se réveiller en ce début d'après-midi, après cette pause repas, on vous a choisi le thème qui va bien, lié à un bon arrosage, une bonne douche froide. Ça fait du bien aux plantes, ça peut aussi nous réveiller. Et donc, c'est pour ça, Sophie, que je te laisse la parole. Donc, Sophie Stévenin, qui animera cette table ronde sur le pilotage de l'irrigation et les outils d'aide à la décision. Merci Séverine. Bonjour à tous. Donc Sophie Stévenin, je suis dans l'équipe R&D de la Chambre régionale. Et donc cette table ronde 3, piloter l'irrigation, les outils d'aide à la décision, je pense est bien en lien, même si on a séparé les tables rondes, avec les deux précédentes, puisque on a vu que pour gérer l'eau, il fallait aussi la mesurer. Pour la porter, on a besoin de la piloter avec des outils très précis. Et donc c'est les thématiques d'intervention de Yacine El Amri, Cyril Dejean de l'INRAE, donc par rapport à tout ce qui est mesure précise de l'eau dans le sol. Et ensuite une autre intervention de Thierry Ameglio de l'INRAE qui là mesurera parlera du matériel de mesure du stress sur les plantes, parce que ce matin aussi on a parlé des mesures d'eau dans le sol, mais il faut aussi évaluer comment la plante ressent la sécheresse. Voilà, donc ça c'est très schématique. Et ensuite, plus appliqué donc avec Yves Pousset d'Arvalis, donc la mise en place au niveau expérimental de mesures d'eau dans le sol et pilotage. Et puis après, encore plus proche du développement, donc Nathalie Jury, Chambre d'agriculture de l'Isère, qui va présenter des systèmes qui fonctionnent en réseau avec la mesure de l'eau dans le sol et derrière un conseil collectif, individuel et collectif. Voilà, donc je vais laisser la parole à Yacine El Amri et Cyril Dejean de l'INRAE de Montpellier. Et donc oui, les questions, vous pouvez toujours envoyer vos questions, donc comme c'est rappelé là dans la diapositive à Daniel Roibin, et les questions seront posées en fin de table ronde. C'est bon? Est-ce que Yacine et Cyril, vous êtes connectés? Oui, vous entendez? Bon? Oui, bon. Parfait. Et alors? Nous, du coup, dans notre équipe, on travaille beaucoup sur l'optimisation du pilotage et des technologies d'irrigation. Donc, si on arrive à voir les premières slides, en fait, on va faire beaucoup d'expérimentations au champ sur différents systèmes de culture ou différentes technologies d'irrigation. Et c'est un travail qu'on essaye de synthétiser à travers un modèle de culture et de bilan hydrique, donc le modèle OptiRig, qu'on va retrouver sur la slide suivante, que je vais vous présenter très rapidement, qui finalement, à partir de la disponibilité de l'eau et de l'azote dans le sol, permet de décrire la croissance de la plante en prenant en compte les différents facteurs climatiques ou les propriétés du sol et de la culture, et qui permet soit de resimuler un itinéraire de développement de la culture pour une stratégie d'irrigation donnée, soit d'optimiser cette stratégie avec une ressource en eau disponible ou limitante. Donc pour ça, on va faire tourner plusieurs fois ce modèle sur différents scénarios pour finalement arriver aux meilleures performances. Donc l'évaluation de ces performances va se faire avec différents indicateurs. En premier lieu, le rendement agricole, mais on peut aussi s'intéresser à l'eau et l'azote utilisés quand ça peut être des situations limitantes, ou ce qui va le plus intéresser les agriculteurs finalement, le bénéfice, le chiffre d'affaires qu'on peut attendre de la parcelle.
Donc sur la partie droite de la slide, c'est ce qu'on essaye d'illustrer finalement. On va faire tourner 3 scénarios d'irrigation. Donc un premier scénario, la ressource en eau n'est pas limitante du tout, ce qu'on voit sur le scénario en bleu. Et en rose et en noir, 2 scénarios, finalement on va avoir le même apport total réalisé sur la saison, mais avec un calendrier d'irrigation qui ne va pas être forcément le même. Et ce qu'on peut voir au niveau des indicateurs de performance saisonniers, donc en bas à droite, c'est qu'on peut atteindre des rendements bien évidemment différents pour le pilotage qu'on a mené, mais également des résultats économiques qui ne vont pas être les mêmes. Donc comme je vous disais, ce modèle se développe au fur et à mesure des expérimentations qu'on peut mener sur différents systèmes de production, où on peut avoir des contraintes liées à l'ombrage ou des travaux du sol particuliers. Donc on a cherché à illustrer ça dans la slide suivante. Vous avez différents projets qu'on réalise actuellement. Et Cyril, je vais te laisser la parole pour les aspects expérimentation et le suivi qu'on réalise. Donc depuis 3 campagnes de projet, là c'est le premier projet, Sunagri 3, en fait, on suit des travaux sur l'agrivoltaïsme dans la partie qui nous concerne, c'est-à-dire essentiellement les aspects hydriques, à la fois dans la plante et dans le sol, pour arriver à voir sur différentes cultures, la laitue, le maïs, et depuis quelques temps on est passé sur de l'arboriculture, pommier ou de la viticulture, voilà, donc des plantes pérennes. On essaye de voir les effets de l'ombrage sur ces différentes cultures dans la composante hydrique. On participe aussi à un petit projet, je dis petit parce que c'est de petite taille en fait, d'agroforesterie maraîchère, où là en fait sous des arbres, des noyers, il y a des cultures maraîchères, tomates, salades, carottes et autres. Et on regarde là aussi dans ces systèmes complexes avec de l'ombre et de la concurrence éventuellement sur l'eau et sur les éléments nutritifs, voilà, les performances de ces systèmes sur les aspects hydriques. Depuis cette année, on est engagé aussi dans un projet qui vise à voir les effets de la transition agroécologique dans un système de culture irriguée entre guillemets innovant, c'est-à-dire plus de travail du sol, des couverts divers et autres travaux de suivi. Voilà, toujours sur la composante hydrique, donc on peut voir dans ces systèmes un peu complexes avec différentes cultures qui peuvent se concurrencer au cours de la saison, quelle est la performance de ces systèmes. Des choses un peu plus opérationnelles d'usage en fait du modèle de culture dont on vous parlait tout à l'heure, le modèle de culture de l'équipe, la OptiRig. On a un projet qui s'appelle RSO qui vise en fait à optimiser l'efficience de l'eau d'irrigation. Donc c'est plutôt quelque chose qui permet en fait de conseiller sur quand irriguer et combien pour arriver à l'optimum en fait, et avoir possibilité aussi d'effacement si la ressource devenait limitante, notamment pour des enjeux d'eau potable, d'arrêter les irrigations et de voir quel dédommagement on pourrait donner aux agriculteurs pour la perte de rendement. Et puis un dernier projet qui s'appelle ActiRig, là où on est en temps réel en fait, dans des logiques de culture type maraîchère, de voir en temps réel comment le modèle va arriver à piloter sur un outil complètement automatique l'arrosage des cultures pour qu'elles soient à leur optimum en fait en termes de besoins. Voilà à peu près les quelques projets sur lesquels on fait tourner notre outil modèle et qui traite du coup de différentes thématiques, plutôt dans un premier temps pour les ombrages et leurs effets, que ce soit des panneaux ou des arbres, et puis ensuite comment ce modèle s'est aidé vraiment au pilotage en temps réel avec des problématiques d'effacement à certains moments de la vie. Et donc du coup, tout ça implique en fait que dans l'équipe, on a une certaine expertise sur les outils qui permettent de suivre le bilan hydrique, donc sur le sol avec notamment une sonde de référence, le millimètre neutronique, et puis des sondes aussi d'humidité, des tensiomètres, et éventuellement sur les plantes, le flux de sève. On utilise tous ces outils pour bien caractériser le bilan hydrique des cultures. Voilà comment présenter nos activités en 5 minutes. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez parfaitement respecté le timing. Donc, on verra après s'il y a, par rapport aux questions sur ces projets. Et donc, en complément donc à ces aspects mesures précises de l'eau dans le sol et pilotage,
Donc, je vais passer la parole à Thierry Ameglio de l'INRA de Clermont-Ferrand et qui va parler de la mesure précise du stress sur les plantes. Voilà. C'est bon ? Oui, merci beaucoup. Oui. Donc, oui, je vais vous parler d'outils d'aide à la décision et en fait, ce que je vais vous présenter illustre un petit peu le propos d'introduction de Monsieur Aguilera. Donc, c'est un peu l'illustration du temps de passage d'un résultat de la recherche vers une filière. Et donc, tout à l'heure, il a cité 10 à 20 ans pour des aspects grande culture, 40 à 50 ans pour la forêt. Donc là, pour, on va dire, les arbres fruitiers, on est plutôt entre 20 et 40 ans. Et donc, c'est cet outil qui est un dendromètre, un micro-dendromètre qui mesure donc les variations de dimension des organes de la plante, ce qui peut être même mis éventuellement sur des maïs, mais qu'on est surtout utilisé sur des arbres fruitiers et sur des arbres forestiers. C'est quelque chose qui avait été un brevet d'INRA qui a été développé par Georges Huguet à l'INRA d'Avignon, déposé en 85. Vous voyez, donc ça fait, on approche des 40 ans. Et finalement, cet outil n'a pas vraiment trouvé son marché, même si la présentation de Baptiste tout à l'heure, Labéry, du CTFL, montrait que ça y est, il commence à utiliser ce même outil dans des vergers de production. Voilà, donc cet outil a été amélioré au cours du temps et bénéficie bien sûr de tout ce qui est maintenant au réseau Internet. Donc, il est devenu communicant, autonome, et il permet donc de suivre très précisément les micro-variations de dimension d'un organe, donc de voir quand est-ce que, en fonction de la demande climatique, les cellules de la plante vont céder de l'eau à la transpiration. Alors, comme on ne trouvait pas vraiment de marché et d'utilisation dans les milieux, on va dire, arbres fruitiers, on l'a utilisé dans beaucoup d'autres domaines et on en a fait un outil finalement qui se permet de suivre beaucoup d'autres choses. La résistance au froid, la résistance à la sécheresse, bien sûr, mais aussi la phénologie de la plante. Et on utilise aussi beaucoup ce type de capteurs autonomes en ville pour permettre maintenant d'utiliser des infrastructures vertes pour essayer d'irriguer les arbres à la demande au moment où ils en ont besoin pour essayer de rafraîchir des quartiers. Et il y a tout un projet qui a été développé. Et ce qu'on voit dans le bas du petit graphique, c'est un peu petit, sur la ville de Lyon, avec le Grand Lyon, l'avenue Garibaldi. Alors sur la deuxième page de ce poster, je ne sais pas si on peut aller à la diapo suivante, je voulais vous illustrer un petit peu ce que devient cet outil maintenant en termes de cette fois de retour vers des systèmes productifs et qui a été travaillé dans le cadre récemment d'un casse d'art récital sur les lavanderies avec les différents partenaires, en particulier les partenaires de la filière et les chambres d'agriculture de la Drôme et du Vaucluse. Et bien cet outil a été mis sur ces plantes à la fois pour détecter des périodes de sécheresse, mais aussi pour détecter des systèmes de culture avec des plantes intercalaires, des graminées ou d'autres plantes en interrang des lavanderies qui permettent de faire des leurres pour les insectes et en particulier toute la maladie liée au stolbure, qui est une bactérie qui provoque la dégénérescence de ces plants. Et à l'aide de ce capteur, on arrive à la fois à suivre les périodes de sécheresse, la phénologie du plant, et on arrive à voir l'impact des différents types d'interrants. Et on peut donc conseiller sur les associations préférentielles pour le développement de ces lavanderies. Et on a découvert, et c'est à la fois donc un résultat qui était pratique pour les agriculteurs, mais qui est devenu aussi un résultat un peu sur un front de sciences de recherche, une certaine variation de diamètre, une perte de diamètre du plant. On avait une situation complètement irréversible pour la lavande et qu'on avait une mortalité. Et donc on connaît le seuil de perte de diamètre maintenant pour les lavandes. Et on a pu le vérifier sur différentes lavandes et lavandins, et c'est le même seuil.
Et on peut donc essayer d'éviter ce seuil en pratiquant des irrigations très ponctuelles sur la lavande. En gros, avec une irrigation au printemps pour assurer la production et une irrigation à l'automne pour préparer la future récolte l'année suivante, on arrive à éviter de rentrer dans des vérissements trop importants pour les lavanderies. Voilà ce que je voulais vous présenter rapidement. Merci. Par rapport au projet, donc voilà, il y a une partie qui commence à avoir son application sur le terrain. Et donc maintenant je vais passer la parole à Yves Pousset d'Arvalis qui va nous parler donc du pilotage de précision en grande culture. Voilà, donc oui, Yves, c'est bon? Voilà. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Bon, okay. Oui. Ouais. Très bien, rebonjour à tous. Donc moi je vais vous parler de pilotage de l'irrigation en grande culture. Si je peux avoir les visuels. Donc en fait, Arvalis, nous mettons à disposition des producteurs maintenant déjà 2 outils de pilotage complètement opérationnels. Donc le premier, c'est un bilan hydrique en ligne, comme l'ont décrit les collègues de l'INRAE tout à l'heure, donc un modèle de développement du maïs et donc du coup du maïs, de la céréale, du tabac, de la pomme de terre, etc. Ça marche sur pas mal de cultures. Donc en fait, l'agriculteur via un OS peut avoir à sa disposition cet outil sur Internet. Donc après avoir renseigné quelques éléments de base, sa culture, sa variété pour la précocité, la date de semis, son type de sol. L'outil est équipé de la base sol d'Arvalis, donc ce qui lui permet déjà d'affiner et puis de pouvoir bien choisir son sol et donc sa réserve utile. Et puis sa situation géographique, ce qui lui permet donc d'aller pouvoir récupérer les données météo les plus proches sur les stations les plus proches de sa parcelle. Et ensuite, le modèle va faire un calcul de développement de la culture, et donc par conséquence de la consommation en eau de la culture, et donc de l'évolution de l'état de la réserve facilement utilisable par la culture. Donc en fait, l'agriculteur se connecte. Chaque fois qu'il va se connecter, les calculs seront faits en situation réelle avec les données météo acquises jusqu'au moment de la connexion, et puis il y a un petit prévisionnel sur les 7 jours à venir, ce qui lui permet de voir un peu quel est l'état de la réserve au moment où il se connecte et quel sera l'état de la réserve au moment, dans 7 jours. Donc ce qui peut lui permettre d'aider à prendre sa décision pour déclencher ou non une irrigation. Donc, vous voyez, je vous ai mis un petit exemple de sortie de ce que peut obtenir un agriculteur. Donc, vous voyez, le trait noir et le trait rouge sont la réserve utile et la réserve facilement utilisable, qui sont évolutives avec l'enracinement qui va progresser. Et puis la courbe bleue, représente l'état de la réserve utile. Donc, vous voyez, quand elle passe sous la réserve facilement utilisable, donc il y a un petit aplat de rouge là qui apparaît, qui indique que la culture est en souffrance et qu'il va falloir irriguer, ou qu'il aurait fallu irriguer peut-être un peu plus tôt que ça a été fait dans ce cas-là. Donc c'est un outil qui est assez largement déployé dans la région, sur pas mal d'OS, qui est souple, qui permet à un agriculteur de pouvoir gérer l'ensemble de ses parcelles depuis son ordinateur, depuis son smartphone, pour pouvoir renseigner toutes les données nécessaires. Voilà pour Iredis. Le deuxième outil, c'est Irinov, donc en fait qui est maintenant bien connu. Donc Irinov, c'est basé sur la tensiométrie.
Donc en fait, on pilote l'irrigation à l'aide des données de sondes tensiométriques. Donc IRINOV, ça a été mis au point donc par Arvalis, mais avec l'aide de tous les acteurs de la région, les chambres d'agriculture, les OS, les syndicats d'irrigation, et bien sûr avec le soutien de la région Rhône-Alpes. Donc en fait, elle est opérationnelle, cette méthode, depuis le milieu des années 2000. Elle fonctionne bien pour les céréales, elle fonctionne bien pour le maïs, elle fonctionne bien pour le maïs semence. Donc là, en fait, la méthode, elle est accessible gratuitement sur Internet, donc elle est téléchargeable par n'importe quelle personne. Et donc, cette méthode, elle consiste c'est donc basé sur la tensiométrie, donc ça consiste à mettre à disposition des jeux de seuil en fonction du type de sol qui sera choisi, des jeux de seuil pour pouvoir déclencher l'irrigation. Donc en fait, l'agriculteur suit quelques conseils sur l'implantation des sondes, sur le choix de son type de sol, donc tout est dans la méthode, et ensuite, en fonction de son choix de type de sol, il a un jeu de seuil qui lui est proposé pour déclencher l'irrigation à partir de ce jeu de seuil est évolutif en fonction de l'évolution de la culture, donc de 10 feuilles jusqu'à humidité 50% pour le maïs par exemple, et donc en fait ça lui permet de gérer au mieux son irrigation. Je ne vais pas m'étaler un petit peu plus, je crois que Nathalie Jury qui passe derrière nous expliquera un petit peu comment elle utilise cette méthode à l'aide de son réseau de jeux de sondes. Voilà, donc deux méthodes qui sont robustes, qui sont opérationnelles et qui sont à disposition des agriculteurs. Juste pour vous dire, donc on ne travaille plus tellement expérimentalement sur ces méthodes-là, on ne fait juste que les améliorer au fur et à mesure de l'acquisition des connaissances. Ces deux méthodes, elles interrogent bien sûr indirectement l'état hydrique des plantes, c'est-à-dire que on passe toujours par une interrogation du sol et de l'état de sa réserve, et on en déduit si la plante est dans un confort hydrique ou au contraire en stress. Donc le futur pour le pilotage d'irrigation, ça serait bien sûr de pouvoir interroger la plante directement, comme c'est fait par exemple dans les arbres. Mais donc pour l'instant, les méthodes sont encore au niveau exploratoire. Donc des petits capteurs qui pourraient être posés sur les plantes et qui pourraient nous renseigner sur son état de stress hydrique ou pas. Donc il y a quelques startups là qui sont en train de démarrer des choses. On va essayer de voir si on peut faire quelque chose dans le futur. Il y a la télédétection aussi, etc., etc. Donc des méthodes pour lesquelles pour l'instant on ne travaille pas vraiment, mais sur lesquelles on va sans doute travailler dans les années futures. Voilà, est-ce que j'ai pas consommé mon temps? C'est bon, pas de souci. souci. Bon. Voilà. Donc sinon, juste pour ajouter, on a des travaux quand même sur la micro-irrigation à Saint-Ex, là. Donc, il y a le pilotage de l'irrigation par micro-irrigation qui sont aussi dispo. On a fait un essai sur la micro-irrigation, sur le goutte à goutte en grande culture, notamment sous maïs. Donc de 2015 à 2018. Donc il y a quelques résultats qui sont disponibles dans ce domaine-là. Voilà, j'ai fini. Merci. Donc c'est très bien. Donc et maintenant Nathalie Jury qui va présenter donc l'aspect opérationnel avec le pilotage d'un réseau d'irrigation au niveau de la Chambre d'agriculture de l'Isère. Voilà, Nathalie Jury, c'est bon. Oui, bonjour à tous. Juste avant, excusez-moi, je prends la parole à Aurore Saison-Gaulier. C'est juste pour dire que donc j'ai beaucoup de retours de personnes qui ont des gros problèmes avec des coupures, qui ont du mal à suivre depuis la reprise. Donc certains m'ont dit que ça fonctionnait mieux sous Edge. Donc voilà, donc si vous arrivez à m'entendre, essayez de passer sous Edge, ça peut-être éviter les micro-coupures. Et donc, comme je disais, on prendra bien le temps de faire la synthèse avec Romain Couturier, avec la synthèse graphique, voilà, parce qu'a priori, on a eu quand même pas mal de personnes qui n'ont pas pu écouter les deux premières interventions. D'accord. Alors, donc, voilà, Nathalie Jury, du coup, allez-y. Alors bonjour à tous. Alors donc, ce qu'on nous a demandé en fait, c'est de savoir quels outils on utilise de manière opérationnelle et puis qu'est-ce qui nous manque en fait. Donc je vais essayer de retraduire ça dans ma présentation.
Sur le département de l'Isère, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres départements de la région Rhône-Alpes, on utilise à peu près tous les mêmes outils. Donc, au niveau opérationnel, on utilise pour piloter l'irrigation en fait des outils assez simples. Et c'est en gros ce qui a été présenté un petit peu par Yves Pousset, c'est-à-dire qu'on utilise des outils de bilan hydrique. Donc on a longtemps fait des bilans hydriques sur Excel, on en fait toujours d'ailleurs, mais on utilise aussi aujourd'hui des outils plus connectés, on va dire, de bilan hydrique. Donc on a testé Irelis, qui a été présenté par Yves précédemment. On est en train de tester aussi NetIrig, qui est un logiciel de bilan hydrique qui est développé par les chambres d'agriculture. Donc ça, c'est des outils qui sont intéressants parce qu'ils permettent un suivi du bilan en temps réel et en conditions réelles. Donc au cas par cas, sur chacune des parcelles. Et ça, c'est intéressant parce que les cas sont très divers, même avec une même culture et même avec un même type de sol. Il y a plein d'autres paramètres qui peuvent varier. Donc c'est vraiment des outils qui sont intéressants pour le suivi en temps réel. On utilise aussi des outils plutôt terrain, avec des sondes watermark. Nous, on utilise des sondes watermark, mais il y a d'autres départements qui utilisent des sondes capacitives. Bon, le principe n'est pas tout à fait le même, mais la finalité est la même. L'objectif, c'est de définir l'état hydrique du sol. Donc, en fait, ces deux méthodes, ça nous permet de piloter en direct, en conseil individuel. On utilise pour les grandes cultures la méthode Irinov, qui a été développée par Arvalis et à laquelle on a participé dans les années, on a commencé dans les années 2005 à faire des tests sur cette méthode. Aujourd'hui, on l'utilise sur les grandes cultures, sur pois, sur blé et sur maïs. Ce qui n'empêche pas qu'on utilise quand même les sondes tensiométriques sur les noyers, qui constituent aussi une aide à la décision. Donc ça nous permet de régler les paramètres d'irrigation, enfin de conduite d'irrigation, qui sont la dose et la fréquence. Alors, je ne sais pas si vous voyez les diapos, mais moi je ne les vois pas. Non, il faudrait la passer, voilà. Voilà. Donc voilà, ça reprend les premiers éléments que je vous ai expliqués. Donc ça nous permet de régler les paramètres dose-fréquence sur la saison, pas mettre des doses trop importantes et puis pas revenir de manière trop fréquente non plus, en fonction des sols. Et puis ça nous permet surtout de caler le début et la fin de l'irrigation, surtout le début d'ailleurs. Et dans les essais qu'on a fait depuis 2005, on s'est rendu compte qu'on gagne facilement un tour d'eau au démarrage de la saison, voire un autre tour d'eau à la fin, parce que les agriculteurs avaient toujours tendance à vouloir arroser trop tôt et puis poursuivre trop tard l'irrigation. Donc ça, ça permet quand même de gagner un ou deux tours d'eau, donc c'est quand même intéressant au niveau économie d'eau. Et puis, voilà, mais ça, c'est vraiment un pilotage individuel. Comme ça a été dit ce matin, il y a beaucoup d'irrigants qui ne sont pas équipés. La majorité ne sont pas équipés. Donc, on a étudié en fait un maillage sur le département d'un réseau de stations qui nous permettent d'avoir une vision assez exhaustive de... On a une tentative. Il y a un tentative qui est... Oula, ça coupe. Donc voilà, ça nous permet d'avoir un maillage de toutes les situations. Et ça nous permet de faire une vulgarisation du conseil à une échelle plus collective, au travers d'un bulletin d'avertissement irrigation. Alors, nous, on a 7 bulletins différents sur le département parce que les situations sont vraiment trop diverses pour en faire un seul. Donc, on en a 7. Mais voilà, les 7 sont construits sur le même principe. On couple les données tensiométriques à un bilan hydrique sur chacune des stations météo du département et ça nous permet de donner les conseils à l'échelle d'un bassin versant en gros. Voilà, c'est aussi un point d'entrée pour nous pour diffuser des informations, notamment sur ce qui se passe au niveau des ressources en eau, donc l'état des ressources en eau, les arrêtés sécheresse s'il y en a, les restrictions à mettre en place si nécessaire. Et puis ça nous permet aussi de faire quelques rappels, comme ça a été évoqué ce matin,
d'éviter l'arrosage des routes et des choses comme ça qui ont plutôt un mauvais effet sur le grand public. Voilà, donc c'est vraiment des méthodes qui sont simples et basiques, mais qui sont relativement efficaces sur les cultures qu'on connaît. Ensuite, il y a un certain nombre de cultures qui sont un peu émergentes et sur lesquelles on n'a pas trop de références. Donc on commence à tester ces outils-là sur ce type de culture. Mais voilà, c'est des techniques qui sont relativement suffisantes quand on est dans des conditions d'accès à l'eau classiques. Voilà, si on peut passer à la seconde diapo, s'il vous plaît. Sur voilà, les outils qu'on utilise, voilà, c'est sur des conditions d'accès à l'eau non limitantes, c'est très bien. Ensuite, voilà, ce qui nous manque, on a besoin d'éléments plus pertinents sur l'optimisation du pilotage en conditions limitantes. On se retrouve de plus en plus sur des situations où, voilà, on l'a tous compris, il y a un réchauffement climatique qui est en cours, et en plus les ressources sont de plus en plus sensibles. Il y a des zones qui sont en réduction de volume du fait des études de volume prélevables et de la gestion volumétrique qui est mise en place par les OUGC. Qui minimise les volumes disponibles. Et si on suit les outils de pilotage, eh ben, on se fait plutôt peur que de piloter vraiment en conditions classiques. Donc du coup, on court toujours après l'eau et c'est relativement stressant pour les agriculteurs et ça ne résout pas leur problème de besoin en eau, d'alimentation de leurs plantes alors qu'il n'y a pas suffisamment d'eau. Et puis, ce n'est pas seulement sur ces zones-là, il y a aussi des zones qui sont très bien alimentées en eau. On a des bassins versants qui sont sur le Rhône ou sur l'Isère. Quand je parle Rhône et Isère, c'est le fleuve et le cours d'eau, où là, on n'a pas de problème d'alimentation en eau. Mais face à l'augmentation des ETP, on se retrouve sur des consommations qui deviennent extrêmes et qui, du coup, on se pose la question de l'intérêt économique aussi. Donc, l'optimisation du pilotage dans ces conditions-là serait intéressante pour nous. Deuxième axe de progrès, c'est aussi l'optimisation plus globale de la conduite des cultures pour limiter les besoins en eau. On en a beaucoup parlé ce matin, effectivement, et ça rejoint aussi le premier axe de l'optimisation du pilotage en conditions limitantes. Voilà, parce qu'on arrive au bout des solutions d'optimisation en termes de matériel d'arrosage et qu'on a besoin d'avoir des débits pour augmenter les capacités de rétention en eau des sols, pour limiter les pertes par évapotranspiration. Et voilà, ce sont des choses qui doivent pouvoir se raisonner à l'échelle d'une exploitation. Et voilà, je pense que les agriculteurs sont en demande. Il y a un effet générationnel qui est en cours, effectivement. On l'a répété aussi plusieurs fois ce matin. Et c'est vrai que les agriculteurs sont en demande de réponses sur ces aspects-là. Donc c'est quelque chose qui doit pouvoir se raisonner à l'échelle de l'exploitation, mais qui doit aussi pouvoir peut-être se raisonner à une échelle plus importante d'une zone de prélèvement, en fait. Une zone de prélèvement d'eau. Et puis enfin, dernier axe de progrès, à mon sens, c'est la valorisation des nouvelles technologies. On est inondé de pubs sur les nouvelles technologies, que ce soit les drones, les images satellites. Et voilà, c'est quelque chose qui intéresse, qui nous intéresse, mais qui intéresse aussi les exploitants. Mais voilà. Ça va être la fin, donc je vous laisse encore quelques terminer, mais il faut aller assez vite du coup. Mais j'en termine. Voilà. La question qui se pose, c'est quelle valorisation on peut en faire. Est-ce que ça peut représenter des outils de précision un peu qui nous permettent d'avoir des cartographies plus précises des sols pour avoir une irrigation différenciée, les exportations en millimètres d'eau des cultures, voilà. Qu'est-ce qu'on peut en faire et à quelle échelle on peut s'en servir? Voilà, je m'en arrêterai là. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Donc, on est allé donc de l'étape recherche à l'étape mise en application sur le terrain. Je pense que c'est un domaine où, au niveau de toutes les cultures, on a encore, il y a beaucoup de possibilités encore pour progresser.
Donc voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors je pense que sur les 2 premières interventions, d'après ce que tu disais Aurore, tout le monde n'a pas bien entendu, donc il y aura peut-être des questions qui vont venir après. Et donc là, je vais laisser la parole à Romain Couturier. Séverine pour la suite, et comme ça vous laisse le temps d'envoyer les questions par mail à Daniel Roibin pour que les intervenants puissent vous répondre. Merci aux intervenants. Voilà, surtout ne vous limitez pas en questions, hein, on a le temps après pour en prendre quelques-unes. Et là, on regarde l'aide-mémoire que nous a dessiné Romain Couturier. Alors Romain, on ne vous entend pas si vous êtes en train de faire un commentaire, donc peut-être activer le micro. Pardon, toutes mes excuses, j'avais simplement oublié d'activer mon micro. Donc effectivement, une synthèse visuelle qui aura d'autant plus d'intérêt pour cette 3e table ronde vu les difficultés techniques. Ce qu'il fallait, ce que vous avez peut-être entendu de manière coupée, c'est peut-être la première intervention d'Yacine El Amri et de Cyril Dejean qui nous ont parlé de leur projet OptiRig qui leur permet, à partir de la récupération de plein de facteurs, de pouvoir lancer des simulations et de faire des scénarios d'irrigation. Et parmi les nombreux sujets qui testent, il y a pas mal de projets, notamment toute une analyse des effets d'ombrage avec tout un tas de différents projets, et un autre volet également important, je rajouterai le picto là, qui me manque ici, sur un pilotage des projets qui vise à piloter l'eau dans le sol, donc plus pour un usage beaucoup plus quotidien. La 2e intervention de Thierry Ameglio portait sur un outil peu connu qui existe depuis longtemps, qui à la base qui s'appelle l'andromètre, qui à la base mesure un outil pour la mesure des organes des plantes, et n'ayant pas trouvé son marché, c'est un outil qui a quand même perduré et qui aujourd'hui permet, beaucoup plus que ça, c'est un capteur qui a plein de fonctions, et donc qui va permettre de récupérer un certain nombre de données et donc de pouvoir tirer un certain nombre de conclusions avec des mesures concrètes qui sont applicables directement sur le terrain en fonction de l'évolution des organes de vos plantes, des arbres, en fonction de comment est-ce que c'est utilisé. La 3e intervention... Romain, je vais vous couper. Romain, excusez-moi, je vais vous couper parce que j'ai un retour comme quoi ça ne fonctionne pas. Donc du coup, on parle peut-être dans le vide. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on prend un break là de quelques minutes. Je vais appeler la hotline pour dire que les participants n'arrivent plus à suivre le webinaire, voir s'il y a une solution de ce côté-là. S'il n'y a pas de solution, à ce moment-là, on renchaînera sur nos présentations, et on sait que de toute façon, tout est gardé en vidéo et que derrière, on pourra revoir en replay tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Donc, je vous propose qu'on stoppe un tout petit moment, histoire de s'assurer qu'on puisse récupérer notre auditoire, et on reprend. Donc, je me déconnecte, je coupe mon micro pour appeler la hotline. Juste pour compléter là, pendant que Séverine appelle, c'est juste pour dire, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est qu'en fait les gens ont des coupures intempestives et que du coup ils ont du mal à suivre le contenu parce qu'ils passent leur temps à réactualiser le webinaire, ce qui fait que c'est particulièrement compliqué, quoi. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, Delphine Snetz de la Seniora. Juste pour info commun, c'est un dendromètre et c'est pas un andromètre. Merci. Pas de souci. Alors, pardon? Alors, c'est dendromètre, D-E-N-D-R-O-M-E-T-R-E. Forcément, ça change tout. C'était pas si gênant que ça. Hein. C'est top, les petits récapitulatifs en dessin. Moi, je suis fan. Est-ce que c'est fidèle à ce que vous avez dit, mesdames et messieurs? Profitons-en le temps que... Mesdames et messieurs les intervenants. Oui, c'est fidèle. Moi, ce qui est intéressant dans ce débat aujourd'hui, je trouve, c'est
finalement le temps qu'il faut pour des fois un résultat de recherche à l'application. Et dans l'histoire des sciences, ça serait intéressant d'étudier encore plus temps plus ou moins long et comprendre pourquoi des fois ils sont très longs. Alors, moi, sur la dernière intervention, alors je crois que c'est marqué « J'ai beau piloter, j'ai encore des besoins », c'est ça? Oui. Ben, en fait, c'est j'ai beau piloter, j'ai trop de besoins, oui, c'est ça. C'est ce que ça veut dire, en fait. C'est-à-dire que je pilote, mais ça ne suffit pas. C'est ce que j'ai compris, effectivement. Ouais, c'est ça. Ce que vous avez dit. Hein. Je suis là parce que ça sert à rien. Séverine, Europe, est-ce qu'on pourra laisser un peu plus de temps aux questions de ce fait-là, si les gens n'ont pas bien compris, entendu les premières interventions? Puisqu'on n'est pas trop en retard, enfin, si ça se reconnecte, on n'est pas trop en retard. Non. Et puis du coup, j'en profite aussi pour dire que pareil, hein, pour Romain Couturier, j'ai des retours très positifs sur les dessins. Ça facilite quand même grandement la compréhension. Cool. Super. J'ai déjà transmis les 2 premières planches à Séverine, donc tout est. Vous pourrez les avoir dans la foulée. Hein. Bon, par contre, je sais pas, j'hésite à reprendre parce que je confirme, hein, moi j'ai le leadcast en même temps et ça plante constamment, il faut tout le temps relancer. Bon, j'espère qu'on va trouver une solution et puis sinon on va continuer comme ça. Il y aura toujours la possibilité de le voir en retransmission, mais c'est sûr que c'est pas pratique du tout, quoi. Alors, Aurore, quelquefois c'est des coupures et quelquefois c'est, t'as 3 fois le propos, quoi. Oui, alors il paraît. Ça revient, ça boucle, voilà. C'est ce qu'on m'a dit, pareil qu'on m'a entendu 2 fois dire qu'il fallait passer sous Edge. Moi, 3-4 fois, j'ai entendu un propos qui revenait cet après-midi. Alors que ce matin, c'était bon. Ouais. Donc, le débogage en cours arrive. Est un capteur de mesure des organes sur les plantes, sur les arbres. C'est un outil qui n'a pas trouvé son marché, mais qui s'est beaucoup enrichi de fonctions, qui lui permet aujourd'hui d'avoir beaucoup plus d'usages, et notamment d'être un capteur avec énormément de mesures, des mesures qui sont ensuite étudiables et qui vous permettent derrière d'avoir énormément de prises de décision qui sont applicables directement sur le terrain. La 3e intervention d'Yves Pousset, donc là plutôt orientée sur le pilotage des grandes cultures, et nous montrer les 2 solutions de pilotage de grandes cultures. La première, c'est Irelis, qui est un outil dans lequel, que ce soit sur votre PC, votre smartphone, vous pouvez saisir un certain nombre de données. Je ne les ai pas toutes collectées, mais il y en a pas mal, qui permettra à l'agriculteur ainsi de connaître sa réserve utile. Et deuxième solution, Irinov, une méthode qui est bien en place depuis le début des années 2000, donc un système de sonde qui permet de déclencher les irrigations au bon moment, et c'est un projet qui inspire aussi de projets de start-up, donc il y a des choses à suivre de ce côté-là. Et enfin, la conclusion de cette table ronde a été amenée par Nathalie Jury, qui nous a partager quels sont les outils notamment les outils de pilotage hydrique, alors basiquement Excel, mais pas mal de choses utilisées autour de Irelis, une autre solution NetIrig. Ils utilisent également les sondes Watermark et pas mal de conseils en couplant notamment les bilans hydriques et des données tensiométriques. Malgré tous ces outils, malgré l'outillage qui existe, et il est nombreux et c'est très 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 utile, ça n'empêche pas les agriculteurs d'avoir encore pas mal de besoins dans certaines situations, dans des situations qui ont des conditions limitantes, comment limiter le besoin hydrique, et de s'interroger sur comment faire le tri dans cette multitude de solutions technologiques, lesquelles faut-il mieux retenir en fonction de leur situation et éventuellement de leur territoire. Voilà ce qu'il fallait retenir sur cette table ronde numéro 3.
Merci Romain. En même temps, voilà, on rassure notre auditoire, comme tout est enregistré, si vous avez manqué une partie de nos tables rondes, en fait, vous pourrez retrouver toutes ces tables rondes sur le site internet de la Chambre régionale. Bon, d'ici quelques jours, laissez-nous le temps, voilà, de les y télécharger. Du coup, on va prendre un temps de questions qui pourra aussi permettre de redonner quelques informations qui n'auraient pas été entendues. Donc Daniel, je te laisse nous dire les questions que tu as pu collecter et puis voilà, prendre peut-être celles qui vont concerner essentiellement notre cadre Pépite. Ok. Donc j'ai eu peu de retours de questions sur la table ronde de cet après-midi. C'est peut-être lié aux questions, mais aux problèmes de connexion. Mais j'ai des questions de ce matin qu'on n'avait pas pu traiter et qu'on a retrouvées finalement dans les interventions. Donc je vais reprendre des éléments aussi de ce matin. Alors, j'ai une question là, qui a été posée cet après-midi sur l'irrigation des prairies. Elle nous vient donc de la Savoie, je crois, oui, c'est ça. Et on nous demande, on demande aux intervenants s'il y a eu des travaux qui ont été initiés ou réalisés et quelles sont les références disponibles sur la gestion de l'irrigation des prairies naturelles ou des prairies temporaires. Et est-ce que cela représente un champ d'études qui serait intéressant d'initier ou d'approfondir? Voilà. En Savoie, exemple, il y a l'irrigation des prairies qui se fait pour la production de foin, voilà, typiquement. Donc, est-ce qu'on a des éléments de réponse sur ce point-là, particulier sur les prairies naturelles et prairies naturelles, prairies temporaires? C'est Yves Pousset, Arvalis. On n'a pas tellement d'informations là-dessus. En tout cas, il n'y a pas de méthode de pilotage, c'est sûr, sur prairie qui a été développée. Et on n'a pas non plus beaucoup d'informations sur la gestion de l'irrigation sur prairie permanente. Ouais. On est un petit peu short. Est-ce que du côté des collègues de l'IDRAE, il y a des travaux qui sont connus sur ce point-là? Nous, à Montpellier, là, on a un domaine qui est à Supagro, là, Institut Agro maintenant, où il y a notamment le foin de Cros, là, qui est réputé, qui est un foin AOC, pour lequel on a fait des travaux avec notre outil modèle, là, OptiRig aussi, sur cette culture. C'est un peu technique parce que c'est de l'irrigation à la planche, là, donc il y a des problématiques d'irrigation gravitaire. Donc voilà, on a réussi à mettre au point, en fait, dans notre outil modèle, la gestion de l'arrosage sur cette culture, le foin de Cros, là, mais voilà, on n'est pas compétent sur d'autres sites, sur d'autres cultures. Après, la partie, je dirais, graminées, pousses, c'est pas parmi les cultures qui sont les plus complexes, à mon avis, à modéliser, en fait, en termes de besoins en eau. Donc, potentiellement, c'est quelque chose qui est réalisable, à mon avis, et l'aide au pilotage d'irrigation sur ces cultures doit être certainement possible sans très gros efforts, je dirais, pour créer l'outil. Donc ça veut dire que s'il y avait des besoins qui remontent des territoires de la région, on peut être en capacité, on a déjà des outils qui permettraient de travailler sur ces questions et d'y répondre, hein. C'est ce que vous nous dites là. Oui, en fait, si vous voulez, nous, dans notre outil logiciel, OptiRig, là, on va caler les paramètres propres à une culture sur ses besoins en eau. Ça, on l'a fait dans le cas du foin de Cros. Si c'est des cultures qui s'en rapprochent, on a déjà des coefficients propres à la culture qu'on a dans notre outil logiciel. Ok. Alors, j'avais une autre question qui concerne la et notamment, finalement, ce que l'on sait sur la limitation des besoins en eau des plantes qui sont cultivées sous un couvert arboré, en fait. Est-ce qu'il y a déjà eu des mesures de fait qui permettent de mieux connaître finalement cette limitation des besoins en eau? Alors, je ne sais pas quelle intervention, c'est peut-être dans les 2 premières interventions éventuellement que l'on peut avoir des éléments de réponse à cette question. Donc, c'est une question qui nous est posée par la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. Allez. Et de notre côté, à Montpellier, sur ce qu'on a pu faire sur les ombrages, bon, avec une réduction du rayonnement, on voit bien évidemment une réduction de la consommation en eau sur la culture ombragée. Donc oui, on va avoir une réduction de la demande de la culture. Après, de l'ordre de combien, ça va dépendre de la réduction du rayonnement et du niveau d'ombrage qu'on va atteindre. Donc là, on peut avoir des ordres de grandeur éventuellement?
Est-ce que ça présente vraiment un intérêt, je veux dire, économique, par exemple, ou vis-à-vis de l'économie d'eau qu'on peut réaliser, ou est-ce que ça reste marginal? C'est un peu ça la question derrière. Hein. Et ben, en fonction du type de couverture et d'ombrage, voilà, sur des ombrages de l'ordre de 30%, on peut atteindre jusqu'à 20% d'économie en eau. Pour des ombrages de l'ordre de 50%, on va arriver jusqu'à 40% de réduction de la consommation en eau. Après, encore une fois, ça dépend de la taille et des caractéristiques des arbres. En fait. Par contre, le rendement est impacté d'autant aussi. Hein. Attention, ça veut dire qu'on réduit les besoins en eau, mais la culture produit plus qu'elle devait produire. D'accord. Et puis j'avais une autre question, ça a été évoqué ce matin, on l'a retrouvé aussi dans une intervention cet après-midi sur ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, c'est avec l'histoire de l'ombrage par les panneaux. Voilà, on voit apparaître ça, et la question qui était posée ce matin, est-ce que c'est pas un effet de mode, parce que je ne pense pas que ça soit encore ça, mais c'est quelque chose qui est assez marginal aujourd'hui. La question, c'était de savoir quelle stratégie on peut avoir en termes de projet de R&D sur cet aspect-là. Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui est voué à rester marginal, ou est-ce qu'il y a un vrai intérêt, d'après ce qu'on commence à observer sur ces aménagements-là, un vrai intérêt à développer dans les stations expérimentales, dans des instituts techniques, des projets qui développent cette stratégie et qui l'outillent un peu plus. Pour nous, il y a de réel intérêt, bon, clairement, sur la réduction de la consommation en eau. Après, aujourd'hui, les essais qui ont été menés sont intéressés au mécanisme et finalement à l'adaptation de la culture à ces ombrages fluctuants, intermittents qu'on peut avoir sous panneau. Maintenant, les questions, c'est finalement comment optimiser les stratégies d'ombrage et les structures photovoltaïques pour répondre le mieux possible aux contraintes de la culture et aux contraintes de l'exploitation. Parce qu'installer des panneaux photovoltaïques, c'est rajouter des supports qui peuvent gêner la conduite, mais qui peuvent avoir d'autres intérêts. Par exemple, installer des filets anti-grêle, ça part dans différentes directions. Maintenant, c'est rentrer dans des expérimentations menées plus en conditions d'exploitation, donc soit sur des plateformes expérimentales, soit en partenariat avec des agriculteurs directement, que les petits essais qu'on a pu mener sur nos plateformes de recherche aujourd'hui, qui sont sur des petites surfaces et qui posent pas mal de questions sur les effets de bord et différents effets qu'on peut attendre sur le microclimat. Après, il faut qu'on ait suffisamment de rayonnement au départ, je dirais. Ça va bien dans des secteurs où le rayonnement est important, où on peut tolérer de l'ombrage. Si on est déjà un petit peu, j'allais dire, limite, dans des zones plus au nord de la France, on va forcément tout de suite impacter les rendements. Hein. Et après, pour finir peut-être la réponse, sur les aspects économiques pour l'agriculteur, ça peut avoir de l'intérêt en, on va dire, un complément de revenu en ajoutant du photovoltaïque. Après, il faut voir le schéma économique qui est dessiné lié à cette installation. Est-ce qu'il en est propriétaire ou est-ce que c'est une entreprise qui met à disposition finalement ces panneaux pour protéger la culture? Et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on a pas mal de différences sur les différentes propositions, les différentes offres qu'on peut trouver, quoi. D'accord, ok. Et du côté des aspects techniques, Yves Pousset, il y a des éléments, comment vous concevez ce genre de dispositif? Pour l'instant, nous, on n'a aucun élément. Pour l'instant, c'est pas vraiment à l'ordre du jour à Arvalis. Hein. Donc, évidemment, parce que c'est des dispositifs quand même très lourds, très onéreux. Et donc, en fait, je pense que nos priorités ne vont pas vraiment vers là en ce moment. Et on préfère, je pense, attendre de voir ce qui se fait vraiment dans la recherche fondamentale avant d'aller un petit peu plus loin. Très bien, merci. Moi, je n'avais pas d'autres questions pour le moment. Alors, moi, j'en ai pour j'en ai une pour la table ronde 3 là, aux provenance de la CNR. C'était une question concernant est-ce qu'il y a des lieux d'échange sur toutes les expés des systèmes d'irrigation en terrain, sur la région. Est-ce qu'il y a un lieu pour mutualiser, échanger, etc. ou pas? Est-ce que c'est utile? Et puis l'autre question, c'était quelle communication et auprès de qui pour accélérer le changement? Avec peut-être le constat que les OAD ne diffusent pas encore assez. Enfin, voilà. Voilà les deux questions posées. Je
sais pas, Nathalie Jury, du coup, peut-être par rapport, c'est pour les aspects pratico-pratiques, du coup, au niveau lieu d'échange, puisque là, il y avait l'aspect réseau, ou c'est les résultats de la recherche purement... Enfin, par rapport à cette question, c'est les résultats recherche. C'est une question qui concerne ça, le lieu d'échange. Oui, c'est système d'irrigation terrain, et organisation d'un lieu d'échange, réseau, séminaire haut de format. Enfin, je pense que c'est les résultats d'expé et de recherche, oui, qui puissent être appropriés et diffusés auprès des utilisateurs finaux. Ou échange oui, c'est ça, de résultats. Je pense pas que sur l'irrigation, il y ait spécifiquement quelque chose. Voilà, il y a des résultats d'expé qui sont sur différents sites, mais à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait un regroupement des résultats d'expé sur tout ce qui est spécifiquement irrigation. Voilà, sauf si je me trompe, mais je pense pas. Alors c'est peut-être des choses justement à mettre en place pour progresser là-dessus. Voilà. Oui, on a bien noté donc un besoin qui s'exprime. Voilà.